Il existe une chose que l'humanité craint plus encore que la mort. Une chose que nous avons tous vécue à plusieurs reprises, parfois sans même nous en rendre compte. Une chose que l'on utilise depuis des siècles comme punition suprême. Une chose dont certains préfèrent fuir l'emprise en rejoignant la faucheuse. Quelle introduction joyeuse, n'est-ce pas? Et pourtant, il existe une catégorie de personnes qui, non seulement acceptent cette chose, mais l'aiment profondément. Elles la recherchent, la chérissent et font tout pour la préserver. Ces êtres à part sont souvent perçus comme étranges, inquiétants, comme si leur état pouvait être contagieux. Un peu comme on hésite à toucher le cadavre d'une souris ramenée par un chat, par peur d'attraper la mort. On évite ces personnes par crainte de la contracter, et je veux parler de la solitude. Aristote a dit un jour « L'homme solitaire est soit une bête, soit un dieu ». La frontière entre le bestial et le divin est ténue. Mais c'est elle qui sépare ceux qui souffrent de la solitude de ceux qui en sont les maîtres. Pour comprendre cette différence, je t'invite à un voyage au cœur de la solitude, ou plutôt des solitudes. Car elle existe sous deux formes majeures. Tout comme Virgile accompagne Dante à travers les cercles des enfers, laisse-moi être ton guide. Car pour comprendre le solitaire et admirer la beauté de son paradis, il faut d'abord plonger dans les affres de la solitude. La beauté n'existe pas sans la laideur. La joie n'a de valeur qu'à travers la tristesse. La solitude aimée ne peut être comprise qu'en comprenant la solitude subie. Alors maintenant accroche-toi, on plonge. Ma solitude ne dépend pas de la présence ou de l'absence de quelqu'un. Au contraire, je déteste celui qui me vole ma solitude sans, en échange, m'offrir une vraie compagnie. L'être humain est un animal social, c'est un fait connu de tous. N'en déplaise à l'ego surdimensionné de cette espèce, dans le règne animal, un homo sapiens n'est rien d'autre qu'une proie. Nous nageons mal, notre course est lente, notre ouïe est faible et notre odorat est franchement mauvais. Tout au plus, nous avons une bonne faculté à grimper aux arbres, et encore. Nous avons développé la bipédie qui nous permet de voir un peu plus loin et de repérer le danger. Mais nous n'avons pas de griffes ni de crocs pour nous défendre ou pour traquer et achever une proie. Pour cela, il nous faut des outils. Et pourtant, malgré tout ça, nous régnons sur le monde. Car en dépit de toutes les faiblesses de notre espèce, ce qui nous permet de survivre dans la nature sauvage, c'est la communauté. Notre passé n'est pas si lointain. Aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, ultra connectées, technologiquement avancées et sururbanisées, on considère nos ancêtres des cavernes comme des reliquats d'un passé aussi lointain que le Big Bang lui-même. Et pourtant, à l'échelle du temps, notre espèce était encore primitive il y a à peine un clin d'œil. Carl Sagan a voulu mettre ceci en lumière grâce à son calendrier cosmique. Ici, un jour représente 37,5 millions d'années. Le Big Bang, point de départ, a eu lieu le 1er janvier à la première seconde. La formation de la Terre apparaît le 14 septembre. Et toute l'histoire humaine, notre histoire au complet, tous ces millénaires, se déroulent dans les 8 dernières minutes de décembre. Depuis les années 1990, la technologie a fait des bonds en avant comme jamais dans l'histoire. Notre espèce s'adapte donc à un changement qui se produit à une vitesse jamais vue auparavant. Alors que nous pensons être à la pointe de la technologie, prenons un instant pour mettre les choses en perspective. Cléopâtre est plus proche historiquement du premier iPhone que de la première pyramide. D'ailleurs, il existait encore des mammouths laineux 1000 ans après la construction de cette fameuse première pyramide. Ce hors-sujet apparent illustre une chose essentielle. Notre époque, où nous vivions dans des cavernes, où le rejet de la communauté signifiait une mort certaine, c'était hier. Même si cela fait plusieurs millénaires, au final, nous sommes toujours les mêmes. Et si toi qui m'écoutes derrière ton écran, tu es là aujourd'hui, c'est parce que ton ancêtre avait un comportement accepté par son groupe, de sorte qu'il n'a pas été exclu. Et pourtant, cette peur du rejet, de l'exclusion, toi, moi et tous les autres, nous l'avons inscrite dans notre ADN. Et cette douleur, c'est ce qu'on appelle le sentiment de solitude.
La solitude n'est pas là uniquement pour nous faire souffrir. Elle a une véritable fonction. Elle nous dit « Bon, quelque chose ne va pas dans ta manière d'agir envers les autres. Tu dois changer tout cela, sinon tu vas être seul et tu vas mourir. » Quelle fatalité. La solitude est l'une des choses les plus craintes juste après la mort. Et bien qu'elle soit totalement psychologique, ses effets sont si puissants qu'elle engendre une douleur physique et a de réelles répercussions sur la santé. Elle accélère le vieillissement et elle rend les cancers plus mortels. Elle affaiblit le système immunitaire et elle augmente les risques de dépendance, autant à l'alcool qu'aux drogues, mais aussi les dépendances affectives. Et le plus vicieux avec elle, c'est qu'elle s'auto-alimente, créant un véritable cercle vicieux. La solitude nous rend beaucoup plus réceptifs aux signaux sociaux des autres. En théorie, c'est formidable pour nous remettre en question et nous réintégrer dans un groupe. Mais dans une société individualiste comme la nôtre actuellement, dans une ville immense où nous ne sommes qu'un employé lambda, une vache à lait du salariat, où notre seule fonction dans la vie est de créer du capital pour financer un État qui nous récompense avec des impôts et de la dette, la solitude s'installe, et elle s'installe très longtemps. Outre ma digression marxiste, je m'emporte un peu par moments dans mes délires navrés, le fait que la solitude dure trop longtemps a un effet pervers. Notre cerveau, d'abord plus réceptif aux signaux sociaux, finit par les interpréter complètement de travers. On voit du danger partout, on prend tout négativement. Une personne nous sourit sincèrement, c'est probablement pour se moquer de nous. Une autre ne sourit pas, elle a même l'air triste, c'est sûrement une menace. En gros, la solitude nous force à devenir des incarnations vivantes de n'importe quel journal télévisé français. Je débute à peine sur YouTube, mais je vais me faire striker à force. Et ces mauvaises interprétations, cette vision du monde déformé, nous poussent à nous isoler encore plus. Ce qui nous rend encore plus sensibles aux signaux sociaux, que l'on interprète de manière encore plus négative. En somme, un beau cercle vicieux. Et la solitude ne frappe pas nécessairement la personne vivant seule, isolée du monde, à élever des moutons au fin fond du Jura. Selon une étude récente, en fait, 1 Européen sur 2 se sent seul, surtout dans les grandes villes. Berlin est considérée d'ailleurs comme la capitale européenne de la solitude. Ça doit être joyeux là-bas. Nous vivons dans une société où nous sommes plus connectés que jamais les uns aux autres. Là, si je veux, j'installe une application et je peux commencer à sympathiser avec une japonaise par exemple. Ou un brouteur ivoirien basé à Yamoussoukro se faisant passer pour l'Asie japonaise. Dans les deux cas, c'est une personne éloignée géographiquement et ça reste beau. Mais malgré cette connexion totale grâce à Internet, notre espèce n'a jamais autant souffert de solitude qu'aujourd'hui. Parce que quand on voit une personne physiquement, le simple fait de croiser son regard engendre une cascade physiologique dans le cerveau, comme la synchronisation biocomportementale où nos cerveaux et nos taux d'hormones s'alignent naturellement. C'est pour ça qu'une personne timide peut s'entraîner à faire des eye contact sur YouTube, en fixant un mannequin dans les yeux à travers un écran, pour au final se retrouver en PLS en croisant le regard d'un bébé qui passe en poussette au Shopee du coin. Je le sais parce que j'ai essayé. Et puis aujourd'hui, ce qui est particulier avec notre mode de vie, c'est qu'on est plus en interaction avec nos téléphones qu'avec nos semblables, notamment à travers les réseaux sociaux. Le télétravail, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. On peut voir des gens toute la journée à travers un écran. Quoi de mieux, après une longue journée de travail, que de regarder des vidéos de Johnny, icône nationale du PMU de Montbrognon-les-Bains, faire des milliers de vues en se filmant en live, en train de péter sur des meringues et de faire le buzz. J'improvise certaines conneries, mais si une telle vidéo existe, s'il te plaît, tu me l'envoies pas. Ou encore, quoi de mieux que de regarder des personnes passionnantes discuter dans un podcast. Mais il y a l'écran qui nous sépare. Et quand on n'est pas derrière notre écran, on est au travail. Au travail, on ne se fait pas des amis, on a des collègues. Bref, on est un peu prisonnier d'un mode de vie. Mais revenons-en à l'écran, inconsciemment, ça nourrit un sentiment d'isolement sous-jacent. Pendant le confinement de 2020, les réunions et les cours via Zoom permettaient de dialoguer. Mais une fois l'appel terminé, on se rend compte que l'on est toujours seul. Il nous ramenait à la réalité, un confinement général. Pour de nombreuses personnes, la solitude était très forte car c'était une contrainte. Aujourd'hui, travailler en visio n'est plus une contrainte mais c'est un choix. C'est pour ça que le télétravail a autant de succès. Quand on peut travailler chez soi et faire des visios par choix, pour ensuite vraiment voir les gens, ça a une toute autre saveur. On passe alors du sentiment de solitude à celui de liberté.
Et la seule différence entre ces deux concepts, c'est le choix. On peut choisir d'être seul aujourd'hui, mais on peut aussi subir la solitude de plein fouet, tout en maintenant des pseudo-relations à travers Internet. Il y a là un paradoxe cruel. Être entouré de milliers de profils, discuter en ligne, mais ressentir un vide profond. Car derrière un écran, l'anonymat donne des ailes à certains et la méchanceté gratuite explose. Les échanges deviennent plus froids, plus superficiels, et plutôt que de combler le manque, ils ne font souvent que l'accentuer. L'humain n'a jamais été conçu pour entretenir des milliers d'interactions fugaces à travers un écran. Son besoin profond, c'est la connexion authentique, les échanges réels, le regard d'un autre qui vous comprend, la voix qui rassure, la présence physique qui réchauffe. Et c'est là que ça devient déstabilisant. Car lors des 100 dernières années, notre technologie a fait un bond plus conséquent que lors de n'importe quelle autre période de l'histoire. Pendant 99% de notre histoire, nous étions une espèce communautariste. Mais tout cela a changé en seulement 200 ans. Depuis les années 1900, nous sommes passés des chevaux aux voitures, puis aux trottinettes. Des fois le progrès il fait un peu des gaffes. De la vapeur à l'électricité, des pigeons voyageurs au téléphone, des bibliothèques à Internet, puis à l'IA. De l'IA à une pseudo-guerre des drones. On va quand même essayer de rester optimiste pour l'avenir. Même moi, vieux fossile né en 1992, j'ai vu les magnétoscopes, les Tamagotchi et les lecteurs DVD, qui étaient alors à la pointe de la technologie, se faire balayer en moins de 10 ans. Même Adibou, star de l'époque, a sombré dans l'oubli. Repose en paix, petit ange parti trop tôt. Nous sommes passés de Tetris en 3 pixels à Minecraft en 4 pixels mais HDTV 4K. On est passé du mythe du prince charmant qui sauve la princesse, je veux dire, on a grandi avec Shrek, un ogre qui sauve une magnifique princesse dans un château et qui devient pote avec un âne, et on passe de cette icône de l'amour à Tinder. Pas étonnant que la génération des années 90 soit paumée et isolée. Mais ça, je le garde pour une autre vidéo. Revenons-en à la solitude qui existe depuis toujours. Le problème, c'est que nous n'avons pas la capacité de nous adapter aussi rapidement à tous ces changements. Surtout, de passer de la communauté à un mode de vie dans un petit T2 en sous-sol avec pour seule connexion au monde une box Wi-Fi. Donc, la solitude explose. Le nombre de suicides augmente, surtout chez les hommes, à cause de la misère affective et sexuelle. Chez les femmes, pour fuir la solitude, c'est l'enchaînement de relations de plus en plus toxiques qui explose. Ce qui fait que les féminicides grimpent en flèche, car quand on veut absolument fuir la solitude, on finit par plonger avec panache dans les bras d'un monstre. Du coup, on se retrouve avec des milliers d'hommes bien, seuls et ignorés, qui plongent dans la haine des femmes pour se protéger et avoir un ennemi commun, et être dans une communauté, par exemple les Red Pill. Et de plus en plus de femmes souffrent tellement intérieurement qu'elles ne peuvent pas être attirées par une personne saine. À leurs yeux, seul le bad boy est attractif, et donc elles ne créent que des relations toxiques. Ce qui fait que les femmes pensent de plus en plus que tous les hommes sont mauvais. Et donc, tout le monde s'isole et tout le monde développe la haine de son prochain. La chute démographique à venir est inquiétante et le célibat explose. La consommation de drogue augmente, ce n'est pas un hasard si la cocaïne est devenue autant abordable et aussi populaire dans toutes les castes. Tout ceci, en fait, n'est que le symptôme d'une collectivité d'âmes qui se sentent seules. Car quand on souffre de solitude, comme dit plus tôt dans cette vidéo, on voit le monde comme une menace. À en croire que la société veut justement tout cela. Après tout, ne dit-on pas diviser pour mieux régner? Et pourtant, certains ressentent un bien-être quasi divin dans la solitude. Ils font tout pour être en permanence en sa compagnie. Ce sont les solitaires, les fameux loups solitaires. Et je pense qu'ils sont le remède à tout ce mal-être en général. Eux font partie de la deuxième catégorie de la solitude, celle qui est choisie. Et ça, à mes yeux en tout cas, c'est probablement le plus beau cadeau fait à l'humanité. Tous les problèmes de l'humanité proviennent de l'incapacité de l'homme à s'asseoir tranquillement dans une pièce, seul. Blaise Pascal. Comme je l'ai dit plus tôt, la solitude est l'une des choses les plus craintes avec la mort. Tout le monde la fuit comme la peste. Pourtant, il existe une catégorie de personnes qui ne s'en effraient pas, même qui la désirent. On les appelle les loups solitaires, et ils suscitent autant la fascination que l'effroi. Je sais pas pourquoi, mais les solitaires sont souvent perçus de manière extrême, il n'y a pas d'entre-deux. Soit ils sont vus de façon négative, comme des asociaux, des ermites ou voire pire, des misanthropes. La misanthropie, c'est le fait d'avoir une profonde aversion pour l'espèce humaine.
Certains solitaires ont peut-être ce ressenti, mais dans la grande majorité, ce sont des personnes plutôt affectueuses, bienveillantes et dotées d'une très grande empathie. D'autres assimilent carrément le solitaire au dépressif profond. L'un a un déficit sévère de neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine par exemple, alors que l'autre a juste un fonctionnement cérébral différent, le rendant moins stimulé par les interactions sociales et trouvant sa joie dans le fait d'être seul. Et certaines personnes perçoivent les solitaires comme contagieux. Être en leur présence, c'est craindre d'attraper l'effroyable maladie de la solitude. D'un extrême à l'autre, ils sont idéalisés, perçus comme des sages ou des érudits. Il y a un côté désireux pour beaucoup de personnes. Pour Nietzsche, il faut aimer la solitude pour se découvrir et devenir un surhomme. Historiquement, on associe souvent la figure du solitaire à l'érudition, la sagesse et la tempérance. Aujourd'hui encore, il y a cette fascination visible sur les réseaux sociaux. On peut facilement trouver des vidéos de personnes sur internet clamant avec fierté « Aujourd'hui, je suis sorti seul pour aller au restaurant et c'était merveilleux. » Et en fait, c'est surtout dans les commentaires où on voit souvent ça. « Mais ça a l'air trop bien de faire ça, j'aimerais en être capable moi aussi. » Note la qualité du jeu d'acteur. En fait, il y a pas mal de tutos sur apprendre à sortir seul, notamment dans le domaine de la séduction. Le mythe du beau brun ténébreux mystérieux est juste une représentation de l'idéal masculin solitaire. Est-il fou? Est-il sage? Pour le savoir, il faut aller lui parler. Mais c'est aussi valable pour les femmes. Une femme qui est seule et qui est mystérieuse, ça nous fait fondre. C'est pour ça, quand je parle du solitaire, je parle autant de l'homme solitaire que de la femme solitaire. C'est valable pour toute la vidéo. Cette curiosité crée une forte attirance. Ainsi, les gens désirent développer cette capacité à être solitaire. Car avoir ce tempérament, c'est obtenir la liberté d'aller où on veut, quand on veut, autant de temps qu'on veut. C'est la liberté, on en reparlera plus tard, de choisir nos relations. Mais comme je l'ai dit, c'est une question de tempérament. Le problème, avec les tutos du style « apprendre à vivre seul, à sortir seul », c'est très bien pour une personne introvertie qui a besoin de la solitude pour recharger ses batteries. Mais si vous êtes une personne franchement extravertie, n'essayez pas de vous forcer à être seul pour avoir l'air cool ou mystérieux, ou pour séduire. Ce n'est pas votre tempérament, vous avez besoin de la compagnie pour vous ressourcer. Dans la solitude, vous allez vous épuiser et vous risqueriez de plus de souffrir qu'autre chose. C'est aussi absurde que d'être une personne introvertie et de se forcer à aller tous les samedis soirs en boîte de nuit pour paraître social. À la fin, on aura juste envie de gifler tout le monde et on sera dépressif. Car justement, souvent les solitaires, ce sont des introvertis qui soit ne comprennent pas leur tempérament, soit n'ont pas encore conscience de ce caractère, ou soit l'assument complètement justement. Mais ceux qui l'assument vivent bien la solitude, ceux qui ne le comprennent pas pensent être des aliens. C'est mon cas, j'ai longtemps pensé être anormal, maintenant j'assume mon tempérament solitaire. Donc là je suis franchement solitaire et je suis l'archétype de l'introversion. Je préfère largement écouter le bruit de la pluie que de parler de la météo. Ou que de parler. Ça s'entend d'ailleurs à ma magnifique intonation de voix, et promis je vais travailler sur ça pour les prochaines vidéos. Passer une semaine sans dire un mot, mais en remplissant des pages d'un cahier, c'est fréquent. Passer mes week-ends seul à écrire ce script et composer du death metal pour mon chat qui me regarde comme si j'étais un taré est un pur bonheur. Avant d'avoir conscience de ce tempérament, aux côtés de ma seule et unique relation amoureuse, j'essayais de paraître social, hyper communicatif et d'aller aux soirées avec enthousiasme pour lui faire plaisir. Mais quand on est un poisson rouge, vouloir grimper aux arbres est complètement stupide. Merci Einstein pour cette citation. J'avais beau être hyper amoureux d'elle, être trop longtemps auprès de cette personne aimée me la rendait difficilement supportable. Car trop fatigué mentalement, j'avais besoin d'être seul pour me ressourcer, mais j'en avais pas conscience encore. Et les invitations aux soirées étaient un cauchemar, alors à chaque occasion, je voulais m'isoler. Et là, le fameux, l'épée de Damoclès de la relation amoureuse, « Mesdames, pourquoi vous faites ça ?» Le célèbre, « À quoi tu penses ?» Je ne savais plus qui j'étais, et j'avais besoin de me taire et d'être seul pour réfléchir et donner une réponse à cette question. Donc, il me fallait du temps. Alors, sans réponse, fin de la relation. Ainsi, quand on n'a pas conscience de ce tempérament, ce genre d'événement arrive constamment. Et on en vient vraiment à penser être mauvais dans le fond. D'où la solitude. Quand on connaît ce mode de fonctionnement, on s'accepte et on devient solitaire. C'est-à-dire, on obtient la liberté d'être bien dans notre propre compagnie, en tout lieu et en tout temps.
On est loyal à nos propres valeurs dont on a parfaitement conscience et on devient capable de poser des limites claires aux autres et surtout, on ne s'inquiète plus du jugement des autres. Avant d'entamer l'écriture de cette partie du script, j'étais seul un vendredi soir à la terrasse d'un café dans ma ville. J'étais là, en train de lire, le seul à être seul à ma petite table, tandis que les autres étaient en groupe à boire, à rire et à raconter leur semaine passée. Puis à un moment, en relevant les yeux de mon livre, j'ai croisé le regard d'une connaissance qui passait par là par hasard. En temps normal, elle m'aurait souri et dit bonjour. Là, elle passait avec 2 amis à elle, et en me voyant, elle a tourné le regard, visiblement gênée. Elle me dira plus tard que « Mais vraiment, c'est trop bizarre d'être seul un vendredi soir au bar, ça fait désespérer !» Durant la même soirée, peu après, j'ai vu un groupe de jeunes hommes à un moment. Et l'un d'eux me montrait clairement du doigt et avait un air moqueur. C'est pas étonnant après tout, parce que si l'on en croit les croyances populaires, il ne faut surtout pas sortir seul au bar le soir. Ça fait vraiment trop cringe. Les gens vont penser qu'on est bizarre, ou probablement un tueur en série en repérage d'ailleurs. Et c'est vrai. Pas d'être en repérage, mais d'être bizarre. Mais dans le fond, je sais pas ce que ce jeune a dit en me désignant. Et en fait, ça m'importe pas. Le cappuccino n'a pas perdu de sa saveur, et le livre était vraiment prenant. Cette remarque de ma connaissance aurait blessé quelqu'un qui souffre de la solitude. Tout comme ce geste accusateur d'ailleurs. Parce que la solitude prend sa source dans quelque chose de plus grand, la dépendance affective. Celui qui en souffre va se dire « Mais le monde ne m'aime pas, personne ne m'aime, je suis tellement seul ». Cela n'affectera pas un être solitaire, lui il fait sa vie. Les pensées des autres leur appartiennent. Tant qu'on vient pas le déranger, pas de souci. La personne qui souffre de solitude, qui se force à aller seule au bar le soir pour faire une rencontre, ça se voit. Sa posture physique est recroquevillée. Elle cherche désespérément un regard à croiser, une attention à captiver. Et comme ça se voit comme le nez au milieu de la figure, tout le monde prend soin de ne pas la regarder. Dans son état d'esprit, elle se dit « C'est mal d'être seule, mais il faut que je sorte pour rencontrer quelqu'un. Alors je vais tout faire pour essayer d'être chaleureux et d'attirer les gens à moi. » En gros, on a une personne qui souffre de solitude et qui, convaincue d'être un poids ou d'avoir quelque chose de défaillant en elle, se force à paraître épanouie aux yeux des autres, sans jamais réellement s'accepter soi-même. Mais cette tension intérieure, cette lutte invisible, transpire dans son attitude et est instinctivement perçue par son entourage. À l'opposé, le solitaire, lui, fait la même activité, mais par envie totale, et son attitude est radicalement différente. Il ne sort pas pour faire des rencontres ou attirer l'attention, il sort parce qu'il veut aller là où il est. Ça se ressent à travers le regard si une personne réclame de l'attention. En tant que solitaire, on se tient droit. On ne cherche pas à obtenir de l'affection de la part d'inconnus. Et pourtant, on croise des regards et on les tient avec un beau sourire. Il n'est pas rare que des gens curieux viennent. Car s'il y aura toujours des gens pour se moquer, ça veut aussi dire que d'autres apprécient franchement cette attitude. Le nombre de fois où on est venu me voir en me demandant « Eh, tu lis quoi ?» ou encore ces regards croisés avec un passant, un sourire échangé, qui se transforme en une discussion d'1 heure à partager nos anecdotes et nos aventures respectives. Parce que dans le regard d'une personne qui aime la solitude, il y a cette étincelle qui dit « Oh, je suis bien !» En fait, les gens perçoivent très vite si on est en recherche d'attention ou non, ou si on est juste très heureux tel que l'on est. Dans mon cas, j'ai toujours eu ce tempérament de solitaire, me poser à la terrasse d'un café de temps en temps est un vrai plaisir. C'est d'ailleurs dans ce type d'endroit que j'écris les scripts de mes vidéos. Pas par recherche de compagnie ou d'attention, mais simplement parce que solitaire et introverti, ça ne signifie pas être un ermite cloîtré chez soi. C'est avoir la liberté d'aller où bon te semble, en appréciant ta propre compagnie et en appréciant les interactions que tu peux avoir avec les autres. Si quelqu'un trouve que j'ai l'air louche, ce n'est pas mon problème. Je viens pour bosser parce que j'aime ce cadre. En fait, c'est le bruit d'ambiance de cette atmosphère que j'aime. Si ensuite je veux aller voir un film, assister à un concert ou me faire un restaurant, j'ai le choix. Dans tous les cas, on apprécie la présence de son propre soi, et ça c'est important. Le confinement de 2020, franchement, pour ce genre de personnalité, la seule différence avec la vie pré-Covid, c'est qu'il fallait signer pour soi-même une autorisation pour sortir randonner seul au bord d'un ruisseau. Albert Camus aurait pu dire que c'est complètement absurde d'ailleurs. Les introvertis, ça n'a rien changé à leur mode de vie ça en fait, mais on comprend franchement la détresse que certains ont pu vivre. Maintenant, voici la différence fondamentale entre celui qui souffre de solitude et le solitaire. Le solitaire a appris soit par la force des choses à dompter la solitude, soit il est né comme ça, et de ce fait, il est incroyablement en paix avec lui-même. Quand on est avec quelqu'un, on porte un masque, on ne montre qu'une partie de soi. Je ne suis pas le même avec mon chef qu'avec ma mère, et encore différent avec mon père. Je ne suis pas le même avec mes 2 frères, chacun voit une facette différente de moi. Tout le monde fonctionne ainsi. On porte tous un masque en fonction d'avec qui l'on est.
Emmanuel Sabouret, hypnothérapeute et solitaire invétéré, le dit joliment dans sa conférence TEDx. Mon ami la solitude. Tu n'as pas le droit d'être ce que tu es, tu dois être celui que tu penses que les autres voudraient que tu sois. Et se retrouver seul, c'est accéder à une clarté mentale, loin de tout ce bruit social, de ce jeu de rôle incessant pour convenir aux autres en sacrifiant notre propre essence. C'est avoir le temps de réfléchir à ce que l'on aime et ce que l'on souhaite faire, de penser à cette personne que l'on apprécie, ou encore à cet ami cher parti trop tôt. C'est écouter le chant des oiseaux et savourer l'instant présent. C'est définir activement qui je suis et qui je veux être, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je veux faire, où je suis et où je veux être. C'est avoir la clarté de définir le sens que l'on souhaite apporter à notre propre vie. C'est fuir de ce métro boulot dodo et d'avoir l'illumination de se dire « mais c'est ça que je veux faire de ma vie en fait, alors maintenant comment je peux le faire ?» Et c'est aussi avoir conscience de nos propres qualités et défauts et de les accepter. Mais à mes yeux, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, le plus beau trésor qu'offre la solitude choisie, c'est le fait de générer mes propres pensées. Si je veux penser aux angoisses existentielles d'une truite saumonée qui souffre d'allergie aux asperges, mais que pendant les périodes de pleine lune en octobre, je peux le faire. Il n'y a pas Instagram, Pascal Pro ou Cyril Hanouna en fond pour m'inciter à adopter tel ou tel mode de pensée. Quand je dis que le solitaire apprécie sa propre compagnie, attention à ne pas confondre avec un égotisme surdimensionné. Ce n'est pas la personne qui va savourer son reflet dans un miroir, écrire sa biographie sur moi et conserver ses P dans des bocaux pour en savourer toute la quintessence en glorifiant son ego. Faut que j'arrête de regarder South Park. C'est plutôt qu'avec un nombre d'heures d'introspection dantesque, ce type de personnalité a totalement conscience de ses défauts et de ses qualités. Mais il les accepte. Comme dans un mariage long, on aime le côté positif et négatif de notre partenaire. On n'est pas dans une dynamique où l'on se glorifie, mais dans une posture où l'on sait qui l'on est et on vit en paix avec soi-même. Accepter et maîtriser sa solitude, c'est être solitaire. Et être solitaire, c'est avoir la liberté complète. Comme je l'ai dit plus haut, la liberté d'aller où on veut et de faire ce qu'on veut. C'est la liberté de se dire « j'ai envie d'apprendre ceci » sans avoir peur d'être ridicule parce qu'on débute, parce que l'ego n'est plus pris en compte. C'est la liberté de choisir qui l'on va faire entrer dans sa vie ou pas. Alors que les dépendants affectifs papillonnent une relation à une autre en ayant conscience de la toxicité du lien, le solitaire peut très bien refuser l'accès à une personne dans sa vie, dans son monde intérieur. Car l'intrus trouble sa quiétude d'esprit. Et cela sans ressentir la moindre déception de se dire « mais j'aurais pu être aimé ». Tout simplement parce que le solitaire s'aime suffisamment lui-même. Et c'est ça la clé. C'est justement avoir conscience de soi, de ses propres blessures et d'être capable d'agir pour son propre bien. Si une personne solitaire vous laisse entrer dans sa vie et que vous acceptez ce tempérament, alors vous plongerez dans la plus belle relation de votre vie. Vous serez avec une personne qui n'a pas besoin de vous pour être heureuse, mais avec une personne qui va être heureuse avec vous. Et la différence est subtile, mais fondamentale. Socrate disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Le solitaire est profondément heureux dans sa solitude car elle lui offre une connaissance de soi d'une profondeur abyssale. Et quand on se connaît mieux soi-même, en fait, on connaît mieux le monde. Seul, il n'y a plus besoin d'endosser ces multiples visages que l'on adapte en fonction de son interlocuteur. Seul dans le silence, quelque chose naît. L'ennui. L'ennui est l'inséparable compagnon de la solitude, tout aussi redouté qu'elle d'ailleurs. Mais si le solitaire chérit la solitude, c'est parce qu'il a compris les bienfaits de l'ennui. Face à lui, deux choix sont possibles. Soit on l'anesthésie en se gavant de vidéos courtes, en s'engloutissant dans un jeu vidéo des heures durant, en plongeant dans son travail H24, ou en s'explosant la tête à coups de substance. Soit on le regarde en face et on l'accepte. Car c'est dans l'ennui que naît la créativité. Quand on ose s'y plonger, on touche du doigt le divin en soi. Les peintres que vous admirez, les musiciens qui vous transportent, les acteurs qui vous fascinent, tous ont bâti leur art dans l'ennui. L'idée même de cette chaîne, de ce script, je l'ai conçue dans ces moments-là. Mais pour éviter une vidéo de 4h30, je ferai un contenu dédié à ce sujet un jour. Pour l'instant, retiens ceci. C'est uniquement dans la solitude que l'on peut se permettre d'enlever tous nos masques et d'explorer la profondeur de notre propre âme. Et encore, je dis ça, car de son point de vue, le solitaire n'est jamais seul. Il a appris à sincèrement apprécier sa propre compagnie. Le solitaire se parle à lui-même dans ses phases de réflexion et de création. Je sais pas si c'est le cas pour les autres, mais personnellement, je sais que j'ai l'air d'un fou. Car seul chez moi, je me tape vraiment des gros fous rires. J'imite des voix, des accents, je me raconte des blagues, et je fais pareil dans ma voiture.
Sauf que des fois j'oublie que j'ai les fenêtres grandes ouvertes et je suis arrêté à un feu rouge et j'obtiens des regards un peu bizarres de la part de la voiture à côté. Quand je compose une musique, je me conseille moi-même et je m'automotive quand je perds espoir. Le tout sous le regard étonné de mon cher félin de compagnie. Alors si toi aussi, cher partenaire solitaire, tu fais ça, dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Historiquement donc, les personnes solitaires sont associées à l'érudition. Peut-être car elles nourrissent des réflexions sur le sens de la vie, sur le temps lui-même, et qu'elles l'utilisent pour exprimer leurs réflexions justement à travers des créations artistiques. Pour eux, il est préférable de se cultiver, de philosopher, plutôt que d'aller dans une soirée bondée juste pour se mettre minable au whisky soda. Et qu'en dit Arthur Schopenhauer, philosophe allemand célèbre pour son optimisme sans faille. Un homme d'esprit, dans la solitude la plus absolue, trouve dans ses propres pensées et dans sa propre fantaisie de quoi se divertir agréablement. Tandis que l'être borné aura beau varier sans cesse les fêtes, les spectacles, les promenades et les amusements, il ne parviendra pas à écarter l'ennui qui le torture. Pour lui, une personne solitaire est un grand esprit qui a besoin de fuir l'agitation et l'hystérie de la masse pour accéder à son génie créatif. Paradoxalement, pour nous les personnes solitaires, la plus grande forme de solitude que l'on ressent, ce n'est pas en étant seul chez soi un samedi soir de Saint-Valentin à se demander qu'est-ce qui cloche, c'est en étant dans une foule, inexistant, dépersonnalisé. Car même quand on a ce tempérament, il arrive parfois qu'on ressente le poids de la solitude, ce vide particulier, ce décalage avec les autres. Rien n'est plus beau que d'aller seul en campagne, s'allonger au bord d'un ruisseau, à écouter le clapotement de l'eau, sentir l'odeur de l'herbe et entendre le chant des oiseaux. Et commencer à avoir une crise d'allergie au pollen du Seigneur. Bon, plus sérieusement, dans une foule, les gens sont tous collés à leur smartphone, pressés, indifférents. Personne ne calcule personne, tout le monde court pour continuer la rat race. Et c'est là que la solitude pèse. Celle qui pousse à se demander « Pourquoi je suis là au milieu de tout ça ? Personne ne fait attention à rien. Qu'est-ce que je fais ici ?» Ce sentiment témoigne d'une profonde perte de sens au sein de l'humanité. On ne vit plus, on travaille pour vivre. On se sent privé de l'essence même de notre être, de notre liberté d'agir. Et une fois adulte, on est prisonnier d'un travail et on ne peut plus nouer de relations. Et là, la solitude prend le dessus. Car on se rend compte qu'on court tous après l'argent pour gagner notre vie, alors que la seule chose de valeur que l'on possède, c'est le temps. Elon Musk, à l'heure où j'enregistre cet audio, est l'homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à 342 milliards de dollars. L'esprit humain peine à concevoir des choses trop grandes ou trop petites. Par exemple, on connaît la distance entre les planètes, mais on ne la conscientise pas. On sait qu'1 milliard c'est beaucoup d'argent, mais on n'arrive pas à comprendre ce que ça signifie. Alors, prenons une comparaison simple. 1 million de secondes, c'est environ 11 jours. 1 milliard de secondes, c'est environ 32 ans. Déjà, avec cette échelle, on perçoit mieux l'immensité de la fortune d'Elon Musk. Et pourtant, il y a une chose que le milliardaire partage avec n'importe quel SDF, en quantité égale. Une ressource quantifiable et non négociable. Il n'y en a pas une de plus, pas une de moins, et c'est pareil pour toi, moi et n'importe qui au monde. 86 400. 86 400 secondes, pas une de plus, pas une de moins. Chaque jour, à minuit pile, nous recevons une nouvelle allocation de 86 400 secondes. Nous sommes obligés de les dépenser, que nous le voulions ou non, et à tout moment, le compteur peut tomber à zéro. Clap de fin. Passer des heures à jouer aux jeux vidéo n'est pas un problème, tant que ce n'est pas tous les jours. Passer ses journées à lire, c'est bien, mais il ne faut pas faire que ça. Passer sa vie à faire un travail que l'on déteste, où on se sent prisonnier, c'est passer à côté du sens même de notre existence. Ressasser le passé et se dire « j'aurais dû faire ceci ou j'aurais dû faire cela », c'est comme anticiper le futur et l'appréhender. Ça n'a aucune utilité. Les personnes solitaires accordent une immense valeur au temps. Non pas parce qu'elles pensent « mon Dieu, mon temps est compté », mais parce qu'elles se demandent « chaque instant est unique, quel sens puis-je lui donner ?» En fait, c'est une quête philosophique permanente. Passer 2 heures à jouer à Elden Ring, c'est bien, de temps en temps. Si c'est tous les jours, alors quelque chose cloche. Et c'est là que l'introverti s'interroge. Il doute, il se remet en question, il se demande sans cesse « qu'est-ce que je fais de ma vie ? Pourquoi je suis là, ici-bas ?» Comprendre ceci, c'est te dire à quel point un solitaire doit t'apprécier s'il t'accorde du temps par sa présence. Surtout si c'est un crush ou une crush. C'est que vraiment, tu as gagné son cœur, car son temps de vie est le trésor le plus inestimable qu'il puisse t'offrir. Alors quand une personne que tu sais introvertie veut rentrer chez elle après avoir passé un temps plus ou moins long avec toi, ne dis plus « Oh, tu pars déjà ?» Sa batterie sociale est vidée, avec grand plaisir à tes côtés.
Si tu l'empêches de se ressourcer, tu risques de le perdre de vue. Car je me répète, mais c'est un besoin physiologique. Une fois en train de nous ressourcer dans la solitude, on peut savourer ce temps passé auprès d'une personne que l'on aime et en venir à penser « Tiens, elle me manque ». Car le rapport aux autres est différent. On a tendance à juger de la qualité d'une relation en fonction de la durée du temps passé ensemble. D'ailleurs, pour un couple, on trouvera la beauté de la relation amoureuse en proportion du nombre d'années passées ensemble. Pourtant, on peut vivre 7 ans d'enfer dans une relation toxique et 3 mois de bonheur intense dans une relation qui, pour une raison ou une autre, prend fin rapidement. C'est pourquoi ces gens si discrets ont très peu d'amis. Et pour eux, ce n'est pas une honte, mais même une fierté. Car bien que ce nombre soit très petit, ce sont toutes des relations profondes et authentiques. Je donne jamais de nouvelles, je prends pas mon téléphone, j'envoie pas de messages et je déteste les appels. S'il y a une urgence, on peut me joindre, mais globalement, moi je fais ma vie. Je peux ne pas voir mon meilleur ami pendant 5-6 ans, mais quand on se croise, c'est comme si on ne s'était jamais quitté. Et on part jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à la prochaine fois. Si on a une relation, et peu importe le type, avec une personne qui n'arrive pas à comprendre, à tolérer ce comportement, pas de problème, ça se respecte. Mais alors, on n'a plus grand chose à dire. Car nombreux sont les introvertis qui ont souffert à cause de ce tempérament et des jugements négatifs envers cela. Quand finalement on s'assume et on s'accepte, qu'on ne veut plus porter de masque, l'état d'esprit est un peu « voilà ce que je suis. Si cela ne te convient pas de problème, je te souhaite une bonne continuation. » Donc le credo, c'est la qualité à la quantité. À cause de ce petit nombre d'amis, on considère les solitaires comme des êtres asociaux. Mais non, on est très sociable en vérité. On ne mord pas, mais il y a 2 types de relations, les amitiés et les connaissances. Parler avec des inconnus est fantastique. Ça en devient des connaissances. Une amitié, c'est une connaissance que l'on a côtoyée plusieurs fois et qui accepte ce que l'on est en fait. Une relation de couple, c'est une amitié qui, pour une raison inexpliquée, engendre de l'alchimie. Sortir avec une personne que l'on connaît à peine n'est juste pas envisageable. C'est là où les sites de rencontres sont un non-sens absolu. On met quelques photos mensongères de soi, on dit ce que l'on pense que notre match veut entendre pour pouvoir caler un éventuel date, tout en sachant que chacun parle à plusieurs prétendants en même temps. Du moins, le top 10% des hommes et le 90% des femmes, en sachant que les 90% d'hommes restants sur ces sites souffrent d'une grande misère affective et sexuelle. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, mesdames et messieurs, si vous êtes un crush sur une personne que vous estimez être solitaire, les longues conversations profondes, à l'oral ou par SMS, sont du pain béni. Ne calez pas un date au bout de 3 messages, ni au bout de 3 jours. Et surtout, peut-être la chose la plus incomprise, si vous avez un vu, c'est que là, en face, il n'y a plus de batterie sociale. Le solitaire a besoin de prendre le temps de savoir ce qu'il pense et ce qu'il ressent avant d'élaborer une réponse. Car répondre à la va-vite pour ne rien dire, c'est du non-sens. Et rappelle-toi, ce type de personnalité a besoin de sens. Alors, est-ce que tu préfères avoir une réponse rapide ou alors avoir une réponse plus longue mais beaucoup plus sincère et authentique? Alors si tu es patient, tôt ou tard la réponse viendra et sera surprenante. Le défi ultime pour ces gens est de trouver quelqu'un qui comprend ce tempérament. Et là, par magie, les solitaires feront un effort pour être plus présents, mais que si leur relation est saine. Car même dans le couple le plus parfait, il y aura ce besoin de solitude. Ce peut être une pièce à part dans la maison, un studio de musique, ou le fait de pouvoir partir marcher en forêt sans se sentir jugé ou sans devoir s'expliquer. Car s'il n'y a pas de confiance, ça ne sert à rien d'insister. Si la relation est toxique, c'est non sans douleur que le solitaire y mettra un terme. Car c'est un gouffre sans fin de son énergie et de son temps. Le respect de soi et des autres avant tout est primordial. Pour conclure sur cette vidéo déjà assez longue, la solitude fait peur à beaucoup, mais pour certains, elle est une alliée précieuse. Loin d'être un isolement subi, elle devient un espace de liberté, une source infinie de créativité et de clarté mentale. Les solitaires ne fuient pas les autres, ils choisissent simplement où, quand et avec qui investir leur énergie. Ils ne se sentent pas incomplets sans présence extérieure, car ils ont appris à être bien avec eux-mêmes. Ils voient le temps comme une ressource sacrée, refusent de le gaspiller en interactions forcées, et préfèrent vivre des instants intenses et chargés de sens, plutôt que de remplir leur agenda par peur du vide. Mais s'il y a bien une chose à comprendre, c'est que le solitaire n'est pas un être refermé sur lui-même. Il apprécie les connexions humaines, mais à sa manière. Alors, si un jour un solitaire vous accorde de son temps, sachez une chose, il aurait très bien pu rester seul. S'il est là, c'est parce qu'il l'a voulu. Et c'est justement cette liberté qui rend ces relations aussi profondes et authentiques. Mais tout le monde n'a pas ce rapport serein avec le fait d'être seul. On le voit aujourd'hui, mais la société souffre vraiment de solitude. Certains la subissent, la redoutent, la fuient sans jamais y échapper. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment ne plus souffrir de la solitude lorsqu'elle pèse sur nous, et surtout comment apprendre à aimer sortir seul
sans malaise ni peur du regard des autres quand on est introverti. A très bientôt.